Tu n'es qu'une ordure égoïste, a hurlé ma mère, Valérie, à travers la terrasse de l'hôtel Le Saphir. La cafetière en céramique qu'elle tenait a basculé, et la chaleur m'a frappé de plein fouet. Du café brûlant, fraîchement passé, s'est déversé directement sur mon crâne, coulant le long de ma nuque et imbibant mon sweat à capuche gris chiné acheté en friperie. La douleur fut immédiate et saisissante. Une agression physique qui m'a coupé le souffle. Mais le bruit qui a suivi était pire encore. Ce n'était pas un cri d'horreur. C'étaient des rires. Mon frère Maxime et ma sœur Chloé avaient déjà sorti leur téléphone pour filmer. Les voyants rouges de l'enregistrement clignotaient comme de petits yeux malveillants. Je suis restée assise là, le liquide dégoulinant de mes cils, une douleur physique irradiant le long de ma colonne vertébrale, et j'ai réalisé avec une clarté absolue que le pont n'avait pas seulement été brûlé. Il avait été atomisé. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je me suis levée. Je n'ai pas essuyé le café de mon visage. Je n'ai pas regardé ma mère, qui haletait maintenant, la poitrine soulevée par l'effort de sa rage. J'ai marché droit vers les toilettes de l'hôtel, les talons de mes bottes claquant en rythme régulier contre le sol en marbre. À l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et je me suis penchée au-dessus du lavabo. Mon reflet me fixait, les cheveux collés par le liquide sombre, la peau virant à un rouge vif et boursouflé le long de la racine des cheveux et du cou. L'envie de crier était physique, une créature griffant le fond de ma gorge. Je voulais hurler. Je voulais retourner là-bas en trombe et renverser la table pour briser leur porcelaine hors de prix et leurs égos fragiles. Je voulais leur faire ressentir la chaleur qui brûlait actuellement ma peau. Mais j'ai regardé de plus près mes propres yeux dans le miroir. Ils n'étaient pas larmoyants. Ils étaient froids. Si je criais, je leur donnais du contenu. Si je pleurais, je leur donnais satisfaction. Ils se nourrissaient du chaos, du bruit de la dysfonction. Ma mère avec son perfectionnisme obsédé par l'image. Et mes frères et sœurs avec leurs besoins désespérés d'attention, c'étaient des vampires émotionnels. Ils voulaient se battre parce qu'une dispute signifiait que je m'en souciais encore. Une dispute signifiait que nous jouions encore au même jeu. Le silence, en revanche, le silence est un miroir. Quand on ne hurle pas en retour contre un monstre, le monstre se retrouve à hurler dans le vide, n'entendant que l'écho de sa propre laideur. En leur refusant ma rage, je les privais de leur carburant. J'ai attrapé une poignée de serviettes en papier et j'ai épongé le plus gros du liquide sur mon cou. La peau était sensible, commençant déjà à peler légèrement. J'ai sifflé entre mes dents, mais j'ai gardé un visage neutre. Je n'allais pas leur donner une seule image me montrant en train de craquer. Je suis retournée sur la terrasse. La table était silencieuse maintenant, mais l'atmosphère était électrique de malveillance. Maxime avait un sourire en coin, son téléphone toujours levé. Chloé tapait furieusement, rédigeant probablement déjà la légende de sa story. Valérie se tenait les bras croisés, attendant les excuses qu'elle estimait lui être dues. J'ai marché jusqu'à la table. Je ne me suis pas assise. J'ai sorti mon portefeuille de la poche de mon sweat humide. J'ai sorti 4 billets de 20 €, exactement 80 €, ma part du petit déjeuner que je n'avais pas mangé. J'ai posé les billets sur la nappe blanche, juste à côté de la cafetière vide. Je les ai lissés, m'assurant qu'ils étaient parfaitement plats. Puis je me suis retournée et je suis partie. C'est ça. Enfuis-toi, m'a lancé Maxime. Va pleurer dans ta vieille caisse. J'ai continué à marcher. Je ne me suis pas retournée. Le silence que je laissais derrière moi était plus lourd que n'importe quel cri aurait pu l'être. C'était le bruit d'une porte qui se ferme, se verrouille et se soude définitivement. Ils pensaient avoir gagné parce qu'ils tenaient la caméra. Ils ne réalisaient pas qu'ils venaient de filmer leur propre exécution. Je suis montée dans ma vieille Peugeot de 10 ans, l'odeur de café rance remplissant l'habitacle. Mes mains tremblaient en mettant la clé dans le contact, non pas de peur, mais à cause de la chute d'adrénaline. J'ai quitté le parking de l'hôtel, m'insérant sur l'autoroute, mettant des kilomètres entre moi et les gens qui partageaient mon ADN. Le conflit avait commencé pour quelque chose de si banal que c'en était presque drôle. Maxime m'avait coincé avant l'arrivée des plats. Il avait besoin de 50 000 €, un investissement, comme il l'appelait,
pour sa boutique de montres de luxe. Les stocks sont limités, avait-il dit en affichant un sourire qui n'était que dents blanches et désespoir. J'ai juste besoin d'un prêt-relais. Tu peux mettre ça sur une carte de crédit, Élise. Tu as une bonne solvabilité, non? Il ne savait pas que j'avais vendu mon entreprise de sécurité IA, SafeMind, à Google DeepMind il y a 3 semaines pour 100 millions d'euros. Il ne savait pas que mon patrimoine net s'élevait actuellement à 1/4 milliard d'euros. Il pensait que j'étais une codeuse freelance en galère qui vivait dans un chalet isolé parce que je n'avais pas les moyens d'habiter en ville. Quand j'ai refusé calmement, poliment, le vernis a craqué. Tu es tellement égoïste, avait-il ricané. Maman paie tout pour nous, et toi tu ne peux même pas aider avec un prêt. C'était ça, le déclencheur. Mon refus de financer leurs illusions. Ma famille vivait une vie de richesse de façade. Maxime conduisait un Range Rover en leasing pour lequel il avait 2 mensualités de retard. Chloé était une coach de vie qui vivait dans un appartement payé par le fonds de retraite de plus en plus maigre de nos parents. Valérie portait des marques de créateurs qu'elle achetait en dépôt-vente et retournait après les avoir portées. Toute leur existence était une série de passifs déguisés en actifs. Ils ne possédaient rien d'autre que des dettes et des apparences. J'ai regardé mon jean et mon sweat taché de café. Je possédais ma voiture. Je possédais mon chalet. Je possédais ma propriété intellectuelle. Et depuis 3 semaines, je possédais assez de capital pour racheter tout leur quartier. C'est la capacité de dire non sans peur. Ils me détestaient, non pas parce que j'étais pauvre, mais parce qu'ils sentaient cette liberté chez moi, et cela les terrifiait. Ils se noyaient dans les paiements et les perceptions, et je me tenais sur la terre ferme. Mon cuir chevelu pulsait, un rappel aigu du prix de cette liberté. Je conduisais vers les urgences, mon esprit changeant déjà de vitesse. La partie émotionnelle de mon cerveau voulait se mettre en boule et pleurer pour la mère que je n'avais jamais eue. La partie logique, la partie PDG, déposait déjà la plainte dans ma tête. Ils avaient voulu me donner une leçon sur ma place dans la famille. Ils allaient apprendre une leçon très coûteuse sur la mienne dans le monde. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une OPA hostile, et je n'avais jamais perdu une négociation. Mon appartement était calme. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur et le sifflement piquant du spray contre les brûlures que j'appliquais sur mon crâne. Le miroir montrait clairement les dégâts. Une cloque se formait juste derrière mon oreille gauche, et la peau le long de mes cheveux ressemblait à de la chair à vif. Je ne l'ai pas couverte. Je voulais la voir. Je voulais me souvenir exactement de ce à quoi ressemblaient 50 000 euros de rejet. Mon téléphone, posé sur le meuble de la salle de bain, s'est allumé. Puis encore, puis un bourdonnement continu qui ne s'arrêtait plus. Je me suis séché les mains et je l'ai pris. Ce n'était pas des excuses. C'était une notification TikTok. Quelqu'un m'avait identifié, ou plutôt un vieux compte que j'utilisais à peine. J'ai ouvert l'application. Il y avait le visage de Maxime, suffisant et filtré, remplissant l'écran. La vidéo a commencé. Je me suis vue assise à la table, la tête baissée, le café dégoulinant de mon menton pendant que ma mère hurlait. La légende en surimpression disait en texte jaune vif, quand ta sœur fauchée essaie de gâcher le brunch, on sort les poubelles. J'ai fait défiler les commentaires. Ils étaient exactement ce que Maxime voulait. Elle ressemble à un rat mouillé, a écrit un utilisateur. Bien fait pour elle, sale profiteuse, a dit un autre. Ma sœur Chloé l'avait partagé dans sa story Instagram avec un emoji qui pleure de rire et le texte, le karma est servi chaud. J'ai posé le téléphone. Ils faisaient la fête. Ils étaient défoncés à la dopamine des likes et à la validation de leur propre chambre d'écho. Ils croyaient sincèrement avoir gagné. Ils pensaient que c'était la fin de l'histoire. La partie où les ordures sont sorties et où les vainqueurs retournent à leur mimosa. Ils ne comprenaient pas que sur Internet, le contexte est une monnaie, et le marché était sur le point de s'effondrer. Je n'ai pas signalé la vidéo. Je n'ai pas commenté. J'ai fait une capture d'écran du post, une capture d'écran de la légende et une capture d'écran des horodatages. Je les ai enregistrés dans un dossier sur mon disque crypté intitulé « Preuve ». Puis je suis allée à la cuisine et je me suis fait une tasse de thé. Pas de café, plus jamais de café.
Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai attendu que l'algorithme fasse ce qu'il fait de mieux, trouver la vérité. Lundi matin, l'atmosphère avait changé. L'air semblait lourd, comme une chute de pression avant un ouragan. J'étais dans mon bureau à domicile, une chambre aménagée dans mon chalet, surplombant la vallée, en train de revoir le code d'une nouvelle architecture de réseau neuronal, quand mon portable personnel a sonné. C'était Elena, ma directrice des relations publiques. « Élise, dit-elle, la voix tendue. As-tu vu Twitter ? » J'ai vu TikTok, ai-je répondu en tapant une commande dans mon terminal. Ça a brisé le confinement, a dit Elena. C'est arrivé sur le Twitter de la tech il y a environ 1 heure. Un ancien stagiaire t'a reconnu. Le nombre de vues est à 4 millions et grimpe verticalement. Ils savent qui tu es, Élise. Ils savent que tu as fondé SafeMind. Ils savent pour l'acquisition par DeepMind. J'ai ouvert Twitter sur mon 2e écran. Le hashtag SafeMind était en tendance. Le post le plus populaire était une comparaison côte à côte. Une image de moi en couverture de Forbes France, l'air soigné et redoutable. L'autre, une capture d'écran floue de la vidéo de Maxime, moi trempé de café. La légende disait, cette famille vient d'agresser l'une des femmes les plus importantes de l'IA parce qu'elle ne voulait pas leur prêter 50 plaques. Ils n'ont aucune idée qu'elle pèse 9 chiffres. Les commentaires étaient une avalanche d'horreur. C'est Valérie Mercé, a identifié un utilisateur. Elle est au conseil d'administration du Conseil des Arts. Dégoûtant. Un autre utilisateur avait déjà trouvé la concession de Maxime. Ce type vend des montres à la commission et il harcèle une multimillionnaire self-made. Le calcul n'est pas bon. Veux-tu qu'on demande un retrait, a demandé Elena. On peut faire nettoyer ça. Violation de la politique de harcèlement. Ce sera parti dans 10 minutes. Non, ai-je dit. Ma voix était calme, posée. Laisse-le en ligne, Élise. C'est humiliant. Ce n'est pas humiliant pour moi, Elena. C'est éclairant pour tout le monde. Laisse tourner. Laisse-les voir exactement qui sont ces gens. J'ai raccroché. Le récit s'était inversé. Je n'étais plus la sœur fauchée. J'étais le titan outsider. Le public ne voyait pas juste une querelle de famille. Il voyait un groupe de parasites attaquer l'hôte. J'ai regardé le compteur de retweets tourner comme une machine à sous. L'escalade de vilains venait de rencontrer l'escalade professionnelle. Ils voulaient de l'attention. J'allais leur donner le monde entier. Mardi matin. Maxime se tenait dans le showroom de luxe intemporel, ajustant ses manchettes. Il vérifiait probablement son téléphone, attendant plus de likes, ignorant que le sol sous ses pieds s'était déjà liquéfié. Il ne savait pas que ma société de capital risque, Apex Venture, avait été occupée tout le week-end. Nous n'avions pas juste acheté une montre. Nous avions acquis la participation majoritaire dans la société mère qui détenait ses droits de franchise. C'était une petite acquisition pour nous, une diversification de portefeuille, mais cela me donnait une autorité très spécifique. Son directeur s'est approché de lui, tenant un iPad. Maxime, le siège veut te parler. Réunion boom. Maintenant. Maxime pensait probablement qu'il allait avoir une promotion ou peut-être un avertissement sur l'usage des réseaux sociaux. Il ne s'attendait pas à voir le directeur régional et un représentant des RH sur l'écran. Et il ne s'attendait certainement pas à ce que la 3e fenêtre soit noire, étiquetée simplement propriétaire. Monsieur Mercé, a dit le directeur, la voix sèche. Nous avons reçu des milliers de plaintes concernant une vidéo que vous avez postée. Faute grave, conduite préjudiciable à la réputation de la marque. Comportement hostile. C'est une affaire de famille privée, a balbutié Maxime, sa confiance s'évaporant. C'est juste une blague. Il n'y a rien de drôle dans une agression, a coupé le représentant des RH. Et il n'y a rien de privé avec 4 millions de vues. Votre contrat est résilié avec effet immédiat. La sécurité va vous escorter vers la sortie. Vous ne pouvez pas faire ça, ma sœur. Ta sœur, ai-je dit, réactivant mon micro mais laissant la caméra éteinte. Ma voix a rempli la pièce, amplifiée par les haut-parleurs de conférence.
Ta sœur est l'actionnaire majoritaire de la holding qui signe tes chèques de paie, Maxime, et elle a une politique de tolérance zéro pour les harceleurs. Silence. Un silence absolu et suffocant. Fais tes cartons, ai-je dit, et laisse la montre de démonstration. Tu n'as pas les moyens. J'ai mis fin à l'appel. Un de moins. Ils sont venus à mon portail le jeudi. C'était inévitable. Quand un narcissique perd le contrôle, il ne réfléchit pas. Il attaque. C'est un phénomène psychologique connu sous le nom d'effondrement narcissique. La façade s'effrite. L'image grandiose de soi est perforée. Et ce qui en sort n'est pas du remords, mais une rage pure et non frelatée. Ils ne peuvent pas traiter la honte, alors ils la convertissent en agressivité. Ils doivent détruire le miroir qui leur a montré leur vrai reflet. Je les regardais sur les moniteurs de sécurité haute définition depuis la sécurité de mon îlot de cuisine. La berline de luxe de Valérie en leasing, bien sûr tournait agressivement au ralenti devant les grilles en fer de ma propriété. J'avais acheté cette propriété sous une SCI il y a 6 mois. 8 hectares de forêt, une forteresse de verre moderne, complètement invisible depuis la route. Ils avaient dû payer un détective privé pour trouver l'adresse. Valérie s'appuyait sur la sonnette de l'interphone, le visage déformé par l'objectif de la caméra. Maxime faisait les 100 pas derrière elle, donnant des coups de pied dans les graviers, ressemblant à un homme qui n'avait pas dormi depuis qu'il avait perdu son emploi. « Ouvre ce portail », hurlait Valérie. Le son était net, filtré par le système haut de gamme. « Tu nous as piégés. Tu nous as laissé croire que tu étais pauvre. Espèce de menteuse. » C'était leur récit maintenant. Non pas qu'ils m'avaient brûlé, mais que je les avais trompés. Dans leur logique tordue, mon succès était une trahison parce que je ne l'avais pas partagé. Ils se sentaient en droit de posséder la richesse pour laquelle ils s'étaient moqués de moi parce que je ne l'avais pas. « On sait que tu es là, Élise », a crié Maxime en se penchant vers la caméra. « Tu me dois mon boulot. Tu nous dois tout. » J'ai appuyé sur le bouton de parole. Je n'ai pas ouvert le portail. Vous êtes sur une propriété privée. Propriété privée, a crié Valérie, la voix brisée. Je suis ta mère. Tu as des millions. Des millions. Et tu me laisses porter le manteau de la saison dernière. Tu nous laisses galérer. Espèce d'ingrate manipulatrice. Je ne suis pas ta mère, ai-je corrigé, ma voix plate et métallique à travers le haut-parleur. Je suis l'ordure égoïste sur laquelle tu as versé du café. Souviens-toi. Ouvre le portail, Élise. Nous devons parler de compensation. Tu nous as embarrassés mondialement. Nous allons te poursuivre pour diffamation. La vérité est une défense absolue contre la diffamation, Valérie. Et la vidéo que vous avez filmée est la seule preuve dont j'ai besoin. J'ai jeté un coup d'œil au deuxième moniteur. Un SUV noir remontait l'allée derrière leur berline, les gyrophares clignotant silencieusement. Aussi, vous devriez savoir que j'ai déposé une plainte pour coups et blessures. La police qui arrive derrière vous est là pour l'appliquer. Sur l'écran, les lumières bleues se reflétaient sur la voiture de Valérie. Maxime s'est figé, son agressivité s'évaporant instantanément. Valérie a regardé les officiers approcher, puis de nouveau la caméra, son visage s'effondrant de la rage à la peur. Adieu, ai-je dit. J'ai coupé le flux. Le silence qui a suivi était coûteux. C'était le silence d'un système de climatisation haut de gamme, de triple vitrage, de sécurité absolue. 2 semaines plus tard, la poussière s'était déposée en une couche épaisse et permanente sur l'ancienne vie de ma famille. Maxime était inemployable en ville. La vidéo virale était la première chose qui apparaissait quand on googlisait son nom. Chloé avait perdu ses contrats de sponsoring. Les marques n'aiment pas les influenceurs qui rient d'une agression. Valérie était essentiellement assignée à résidence, trop honteuse pour montrer son visage au club où l'incident s'était produit. J'étais assise sur la terrasse de mon chalet, l'air de la montagne frais contre ma peau en guérison. Mon téléphone a vibré. C'était un avocat, mais pas celui que j'avais engagé. C'était l'avocat de grand-mère Colette. Elle voulait que vous le sachiez immédiatement, a dit l'avocat. Elle a réécrit le testament, la succession, le trust, la propriété. Tout vous est transféré.
Je n'en ai pas besoin, ai-je dit. J'en ai assez. Elle le sait, a répondu l'avocat. C'est exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit, donnez-le à Élise. C'est la seule qui n'en avait pas besoin, c'est pourquoi c'est la seule qui le mérite. J'ai raccroché. J'ai regardé la ligne des arbres. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas euphorique. Je me sentais légère. Le poids de leurs attentes, leur cruauté, leur bruit, tout était parti. J'ai pris mon téléphone, ouvert la conversation de groupe familial une dernière fois, et j'ai appuyé sur « Supprimer le groupe ». Puis j'ai sifflé mon chien, je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit vers l'horizon. Le rétroviseur était vide et la route devant moi m'appartenait entièrement.